Bonjour et bienvenue dans Beyond, le rendez-vous des experts de l'IT, des technologies opérationnelles et de la performance des entreprises. Je suis Alizée Dormoy, consultante achat chez Scalian et également Deputy Practice Leader au sein de la Practice Achat Scalian. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce tout premier épisode d'une série consacrée aux grandes tendances du métier des achats. Et pour inaugurer cette série, je vous propose de plonger au cœur d'un enjeu clé pour les acheteurs, la maîtrise des coûts. Un sujet plus que crucial dans le contexte économique actuel. Pour ne citer que quelques exemples, nous avons vécu une inflation galopante dépassant les 5%, ainsi que des crises géopolitiques qui ont provoqué une explosion des prix dans des secteurs clés, tels que l'énergie, les matières premières, le transport et bien d'autres encore. On a également fait face à des hausses de prix parfois vertigineuses, comme l'acier par exemple, dont le prix peut augmenter de 20% en quelques mois. Face à ce contexte, les acheteurs sont plus que jamais des acteurs stratégiques incontournables. La maîtrise des coûts devient donc un défi majeur. Mais alors, les acheteurs peuvent-ils réellement relever ce défi ? Quels leviers activer pour conjuguer efficacité économique et exigence stratégique ? Et surtout, comment naviguer dans cette complexité tout en gardant une longueur d'avance sur les fluctuations du marché ? Vous écoutez Beyond, installez-vous bien, montez le son, c'est parti ! Beyond, une émission présentée par Scalian. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons invité un expert en la matière capable d'apporter des solutions concrètes et des retours d'expérience éclairants. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Johan Dard, un spécialiste dans la maîtrise des coûts. Bonjour Johan. Bonjour Alizée. Merci d'être avec nous. Nous sommes impatients d'entendre tes conseils et de bénéficier de ton expérience sur ce sujet crucial. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peux-tu nous faire l'honneur de te présenter rapidement ? Avec plaisir. Donc, Johan, 42 ans. Je suis acheteur industriel depuis 2005 et j'ai pu travailler dans différentes entreprises, notamment dans le secteur automobile et le secteur aéronautique. Johan, j'ai dressé un tableau assez sombre en introduction avec l'inflation, les crises géopolitiques et la volatilité des prix. As-tu, au cours de ta carrière, été confronté à ces situations qui ont mis à l'épreuve ta stratégie achat ? Et si oui, peux-tu nous faire part d'une expérience marquante et nous indiquer comment tu as pu la gérer ? Alors, effectivement, la volatilité des prix, qu'on le veuille ou non, c'est une réalité. Souvent, on parle de volatilité en la définissant comme aléatoire, imprévisible. On peut éventuellement la deviner, l'imaginer, mais c'est souvent compliqué et impossible de comprendre son évolution. Par définition, un acheteur industriel, il n'a pas vocation à spéculer. Il ne sait pas faire, ce n'est pas son métier. Et cette spéculation, bien sûr, elle peut toucher tous les secteurs et elle démontre à chaque fois une forte instabilité des marchés de matières premières ou autres. Et cette volatilité peut dépendre de plusieurs facteurs. Tu as parlé des conflits géopolitiques, on parle de pénurie de la demande, crise de l'offre, nouvel acteur autour de la table des négociations. À titre d'exemple, on prend souvent deux faits marquants, notamment avec Nespresso, lorsqu'ils sont arrivés à l'improviste sur le marché des capsules en aluminium, ils ont perturbé le marché. Et on prend aussi, de l'autre côté, des exemples contradictoires comme Coca-Cola, qui lui s'est retiré des tables de négociation lorsqu'ils ont décidé d'enlever le sucre dans certaines de leurs recettes. Alors personnellement, moi j'ai vécu une crise, tu l'as cité en introduction, la crise de l'acier. Donc c'était en 2008. Et à cette époque, les principaux acteurs, donc, qui étaient des mastodontes, souvent d'origine indienne, comme ArcelorMittal ou Tata Steel, on s'est retrouvé dans une situation où les prix avaient plus que doublé. À titre d'information, aujourd'hui, une tonne d'acier coûte environ 1000 euros la tonne. Début 2000, l'acier était assez peu utilisé et la tonne coûtait 250 euros. Donc en moins de 6 ans, on a fait x4 sur les prix. Et bien sûr, personne s'y attendait. Donc à l'époque, j'étais dans l'industrie automobile et j'achetais des volants moteurs pour des systèmes d'embrayage. Et à l'intérieur de ces volants moteurs, on met des ressorts en acier. Et ces ressorts, donc, ont subi cette hausse de prix non contrôlée suite à la hausse des matières premières. Alors, c'est un problème
qui impactent directement l'acheteur, qui, comme sa mission l'indique, lui, doit préserver sa production, il doit garantir à son client qui est la production que son produit arrive à l'heure et au niveau de qualité attendu, si possible en maîtrisant le coût. Et là, l'acheteur, en 2008, a été confronté donc à cette hausse de prix et à cette pénurie sur le marché. Et pour pallier à ce problème, l'équipe achat de l'époque dont je faisais partie a décidé de jouer franc jeu et de largement communiquer et de coordonner l'intégralité des métiers qui gravitaient autour de ce produit. Donc, il y a eu, en premier lieu, une négociation avec le client, que lui-même soit au courant, lui-même a subi aussi la hausse des prix, donc il devait la réceptionner et la traiter au même cas que les autres. Nous avons sourcé d'autres matières premières sur le marché. Nous avons lancé des négociations globales avec les producteurs d'acier. Nous avons priorisé la production en fonction de la demande des différents clients. Nous avons inclus les ressources humaines qui elles-mêmes devaient adapter les ressources blue collar sur les chaînes d'assemblage. Et enfin, nous avons challengé la spec sous la dérogation à la qualité pour élargir les aciers utilisables. Ce n'était pas simple et les maîtres mots de cette période ont été la communication et la coordination. Donc communiquer, je répète, avec l'ensemble des métiers de la société, mais aussi l'ensemble des fournisseurs qui vivaient cette crise comme nous et nos clients pour les préserver. Donc l'impact financier a été important, mais tout de même limité. Et surtout, nous avons préservé les lignes d'assemblage de nos clients, ce qui était le but initial. Justement, pour revenir à ces situations, quelle a été ta plus grande réussite et quelle méthode ou outil as-tu utilisé pour atteindre cet objectif? Alors, les méthodes, il y en a plusieurs, elles sont nombreuses. Et l'acheteur seul, avec ses talents de négociateur ou bien les outils achats qu'il a à disposition, donc on peut citer les RFP, les enchères inversées, le linear performance pricing, il y en a plusieurs. Donc l'acheteur seul, il peut avoir des résultats intéressants. Il peut seul arriver à un moins 10, moins 30, moins 40% maximum. Et dans nos réalités industrielles, si l'acheteur dépasse ces pourcentages, c'est qu'à la base, il y avait une incohérence. Soit le prix était erroné, soit un fournisseur fait du dumping pour essayer de pénétrer un marché. Et en négociant avec un fournisseur, l'acheteur peut jouer avec lui pour trouver le bon levier de négociation, que ce soit la production dans un pays dit best cost, il peut automatiser des lignes, il peut trouver des améliorations autour du process, mais il ne va pas forcément aller au-delà du 30 ou du moins 40%, ce qui est déjà exceptionnel. Et ce qui m'a marqué à plusieurs reprises dans ma carrière, c'est les vrais succès, les grands succès où on va vraiment casser les idées préconçues. Je les ai obtenus grâce à une équipe multimétier où, en s'asseyant tous autour d'une table devant le produit ou le service qui était demandé, on repensait sa conception et on redéfinissait son besoin. Et une fois que tous ces métiers autour de la table, on se rend compte qu'on a la même contrainte, alors là, le savings, il peut dépasser les attentes. Et à titre d'exemple, j'avais lancé un appel d'offres pour une ligne robotisée de soudure. Et selon le premier cahier des charges qui nous avait été fourni par le bureau d'études, le retour des fournisseurs était en ligne avec les prix historiques, avec le prix que nous avions mis au budget. Malheureusement, le client, lui, ne payait pas cet investissement. Donc, il a fallu retravailler la copie et penser différemment. Et en avançant dans cette négociation, nous avons repris le cahier des charges en nous limitant à la définition fonctionnelle du besoin et en laissant un petit peu carte blanche au fournisseur, expert dans son domaine, pour lui nous proposer des solutions. Et donc les fournisseurs ont revu leur offre en éliminant une série de postes superflus, en automatisant une partie de la production et même à certains endroits en doublant la vitesse de mouvement, chose qui n'avait pas été forcément vue au démarrage. Et à la fin des comptes, nous avons signé avec un fournisseur avec un savings important de plus de 80% par rapport au meilleur prix qui était négocié en phase 1. Donc c'est en cassant les idées préconçues
et en réfléchissant tous ensemble pour se dire quelle est la meilleure des solutions, qu'on arrive à vraiment des gains achats significatifs. Donc sur cette, expérience, si je comprends bien, l'idée ça a été de revoir, l'idée même du produit et de redéfinir le besoin en éliminant, toutes, les demandes un peu superflues au produit et se contenter à son besoin, purement fonctionnel. Exactement. La définition du cahier des charges. On le répétera jamais assez, mais c'est ce qui permet d'avoir l'achat le plus pertinent possible. Justement par rapport à ce 1er conseil que tu nous fais sur le cahier des charges, quels conseils donnerais-tu aux acheteurs pour améliorer leur gestion des coûts? Alors, au-delà de la conception du cahier des charges, ça on l'a tous bien compris, on peut rajouter d'autres idées qui permettraient donc de réussir à caper et d'accompagner cette amélioration du prix. Premièrement, je parlerai d'intégrer le plus possible le ou les fournisseurs en amont dans le processus de développement. Les fournisseurs, peu importe leur domaine, ils sont experts sur le produit ou le service dont nous avons besoin. Et les fournisseurs, il faut leur faire confiance. Ils ont eux-mêmes d'autres clients, parfois dans d'autres industries, et ils sont très au fait des innovations qui peuvent améliorer un produit ou un service. Donc, premier conseil, c'est faites confiance et intégrez vos fournisseurs le plus tôt possible. Le deuxième, ça serait plutôt dérisquer. Dérisquer les sources qui sont soit en situation de monopole par la société, ou les sources, le produit qui est appelé sur une spec. Ça va aller au-delà de la maîtrise du coût, ça va aller surtout sur la disponibilité d'un service ou d'un produit sur un marché. Et cette concurrence, dès qu'on a réussi à faire rentrer d'autres produits ou d'autres acteurs au sein de la discussion, cette concurrence, elle va être saine. Elle va sécuriser l'acheteur en cas de perturbation. Et malheureusement, la perturbation, il y en a beaucoup dans l'industrie. Et donc, le deuxième conseil que je voudrais apporter aujourd'hui, c'est dérisquer. Donc, dérisquer les sources en situation de monopole. Au-delà de cette maîtrise du coût, donc par une mise en concurrence saine, cette double source sécurise l'acheteur en cas de perturbation. Et on le voit fréquemment, malheureusement, dans le monde de l'industrie. Cette double source est indispensable pour livrer le client. Et si possible, il faut dérisquer le fournisseur, mais aussi le produit du fournisseur. Et lui aussi peut être la seule et unique alternative à une production. Donc, si possible, demandez à votre bureau d'études ou à votre manuf d'enlever sur les plans le nom commercial des produits. Je vais rajouter 2 conseils ou 2 préconisations. La première, c'est l'indexation des prix. Donc, indexez les prix dans vos contrats. On parlait de volatilité tout à l'heure. Les contrats doivent absolument comporter des clauses de renégociation, que ce soit le contrat de vente ou le contrat d'achat. Ces contrats vont vivre plusieurs mois, plusieurs années, parfois même une fois que le produit n'est plus sur le marché, sur l'aftermarket. Et les matières premières, les coûts de transport, la main-d'œuvre, les taux de change, tout peut évoluer. Donc c'est important que le contrat puisse caper ces évolutions. Une formule de révision de prix? Alors, soit une révision de prix, avec un calcul, on peut trouver différents exemples sur Internet par rapport à des pourcentages mini ou maxi, justement pour essayer de caper le sujet. Et par rapport à des index qu'on peut trouver facilement sur Internet aussi, en fonction de la matière achetée, que ce soit de l'acier, de l'alu, du plastique et même du coût de transport ou de la main-d'œuvre, on peut trouver facilement sur Internet n'importe quel indicateur qu'on pourra intégrer au contrat et le mettre en baseline sur le contrat. Dernier conseil qui a fait parler dernièrement. Donc, l'industrie n'est pas un monde de bisounours, mais il faut être vigilant à la santé financière des fournisseurs. Dernièrement, la crise du Covid, à l'instar des autres crises précédentes, a laissé une trace indélébile dans les industries européennes et même mondiales. Donc, les fournisseurs, peu importe leur taille, PME, sociétés familiales ou grands groupes, ils ont tous fortement trinqué lors du Covid.
Certains se sont retrouvés au bord de la faillite, certains même ont basculé. Et au-delà du coût de la pièce ou du service, un fournisseur qui disparaît, qu'il soit dans votre panel ou pas, c'est pour vous, acheteurs, un risque. Si il est dans votre panel, c'est une perte de temps, parce que vous allez devoir le sourcer, vous allez devoir le remplacer. C'est une perte d'argent, parce que parfois il va falloir le requalifier, il va falloir en retrouver un nouveau. Et ça peut être aussi une perte d'argent pour recertifier la source alternative. Donc, vigilance sur la santé financière de vos fournisseurs, car s'ils meurent, vous êtes à risque. Pour vérifier leur solidité financière, justement, comment on fait? Alors, il y a plusieurs outils pour vérifier une santé financière d'une société. Premièrement, allez voir les bilans des sociétés sur Internet. Si l'acheteur n'a pas forcément les capacités qu'il se fasse aider de son contrôle de gestion, ils sont plus habitués. D'aller voir le passif de la société et après discuter, lorsqu'il y a les points ne sont pas clairs, discuter avec la société pour aller comprendre, eux, quelles ont été les actions qu'ils ont prises pour pallier aux crises, pour recapitaliser, pour éponger des dettes, pour acheter de la matière ou des investissements, voir eux ce qu'ils ont fait pour se relancer. Donc, si je récapitule, principaux conseils, c'est travailler déjà main dans la main avec ses fournisseurs pour bien définir le besoin, être dans la communication et la transparence, dérisquer ses achats. Oui, on peut parler de dérisquer nous-mêmes notre panel fournisseur. Donc ça peut être par la double source, ça peut être par de l'internalisation, ça peut être partager le risque avec le client. Les schémas sont multiples. Et ensuite, vérifier la solidité financière. Vérifier la santé financière des fournisseurs. Et troisième point que j'avais cité, attention à indexer les prix dans les contrats. Merci infiniment, Johan, pour tes conseils précieux et cet échange extrêmement enrichissant. Merci à vous, c'était un plaisir. Donc vous l'aurez compris, la maîtrise des coûts est un défi complexe, mais c'est aussi une formidable opportunité de transformer le métier d'acheteur en un rôle encore plus stratégique. Pour approfondir sur ce sujet, je vous invite à découvrir l'article complet qui a été réalisé sur cette thématique via le lien en description. Vous y trouverez des informations clés ainsi que des outils créés spécialement pour aborder cette problématique et vous aider à mieux maîtriser vos coûts. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Pour plus d'informations, rendez-vous sur scalian.com ou suivez-nous sur LinkedIn. N'oubliez pas de vous abonner à Beyond sur votre plateforme de podcast préférée. À bientôt pour de nouveaux épisodes.